Bonjour à tous et bonne année, ça y est, l'année 2022 vient de se terminer, je vous souhaite à tous une très bonne année 2023 remplie de bonheur, de joie et de santé. J'espère qu'en cette année vous arriverez à réaliser vos rêves. La saison 2022 est donc terminée, place maintenant à la saison 2023, mais avant que celle-ci ne commence, il est l'heure pour moi de faire un petit point sur mon top coaster, car oui, en un an, il s'en est passé des choses. Cette année, j'ai eu la chance de faire 14 parcs différents, dont 10 nouveaux, ainsi que 65 nouveaux coasters, pour un total de 130. Et oui, il y en a des choses à dire. Mais bon, la vidéo n'est pas un bilan sur ma saison, mais bien un top. Cette année, on revient aux choses simples, donc pas de top 15 ni de top 20, mais bien un top 10, car le classement, vous allez le voir, il est quasiment intégralement changé, et ça sera certainement plus intéressant pour vous d'avoir des avis plus détaillés sur des nouveaux coasters, quitte à avoir moins d'attractions. Et en parlant d'avis, je voudrais rappeler que ce n'est que mon classement et il ne concerne que mes goûts. Donc il se peut que sur certains choix, vous ne soyez pas d'accord avec moi pour telle ou telle raison, mais ça serait avec plaisir de débattre avec vous dans les commentaires, avec vos avis ou même vos tops. À partir du moment où cela se fait dans le respect de chacun. Mais avant que la vidéo commence, la routine, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Sur ce, générique. Allez, on va commencer ce top tout doucement avec le numéro 10, Lost Gravity à Walibi Holland. Et voilà l'une de mes plus grandes surprises de l'année, avec un petit coaster qui n'est pas moins inintéressant. Lost Gravity, c'est le prototype du nouveau modèle de coaster de chez McRide, le Big Dipper. Ça sera également le modèle de Voltron, le nouveau coaster d'Europa Park qui devrait ouvrir d'ici 2024. Lost Gravity a été pour moi l'une de mes plus grandes surprises de la saison, avec une excellente first drop twistée à 180 degrés qui sur les places extérieures est vraiment impressionnante, on se sent vraiment aspiré pendant la chute. Autre élément marquant, on a un petit camelback juste après la first drop qui est vraiment un éjector qui m'a vraiment surpris lors de mon premier ride, car on est vraiment expulsé de notre siège avec brutalité. On a à peine le temps de se remettre de la first drop que tout de suite on enchaîne sur un autre élément puissant. Et cet enchaînement, drop plus éjector à chaud, est vraiment monstrueux. Dommage que l'élément suivant n'est pas à la hauteur des deux autres, car cette espèce de top pad bizarre nous procure peu de sensations et sert plus de moyens de faire un demi-tour de manière simple que de vraiment un élément qui donne du sens au ride. Ensuite, on a une dive drop assez sympa, en sortie de zone de frein, un zéro giroll très bon et assez planant, ainsi qu'une succession de turns, de G-turns, d'airtime et de virages. Lost Gravity a un layout assez sympa qui se découpe en plusieurs parties au fil du ride, même si en début de journée le coaster se montre assez timide mais pas moins inintéressant, c'est quand il aura chauffé qu'il va se montrer de plus en plus agressif, et c'est justement cette agressivité à chaud qui a fait que je suis tombé sous le charme de Lost Gravity. Les éléments sont presque tous violents et la vitesse se fait pleinement ressentir. Mais malheureusement le coaster n'est pas parfait, il possède quelques vibrations sur certaines parties du layout et la durée totale du ride est très courte, sans compter les quelques temps morts qui viennent casser du rythme. Mais bon, faut pas oublier que c'est un prototype d'un modèle assez novateur pour Mack, donc tout n'était pas forcément parfait, mais en tout cas je pense que le modèle a un bel avenir devant lui et j'ai hâte de tester Voltron en 2024. Numéro 9, Monster à Walligator. En voilà un coaster qui a dégringolé dans le top. L'année dernière il était 3ème et cette année il est à la 9ème place. Et je pense que même ceux qui me suivent depuis un moment peuvent être étonnés de son positionnement. Petit résumé rapide, Monster est un inverted coaster de chez BM qui possède 6 inversions, une hauteur de 40 mètres et une longueur d'environ 1200 mètres. Avec ses stats, il est l'un des coasters les plus intenses que j'ai pu faire. Les inversions sont d'une brutalité, l'hélice de fin est monstrueuse, la vitesse est constante tout au long du parcours, mais en y réfléchissant, Monster n'est plus vraiment mon type de coaster de prédilection. Malgré le fait qu'il soit intense, même très intense, et ça j'appuie bien là-dessus,
et ben ces sensations ne sont pas très variées et on a au fil du ride à peu près la même chose. C'est un coaster très bourrin, très nerveux, pas du tout avare en G+, mais qui, encore une fois, n'est pas très varié. Je serais plus une personne qui préfère un coaster à airtime qu'un coaster à inversion, ou un coaster dans lequel on aura tout type de sensations, mais dont son enchaînement sera mené d'une main de maître, et c'est certainement la raison principale de sa petite chute dans le classement. Ça me fait mal au cœur de le voir aussi bas cette année, mais bon, faut savoir rester objectif et ça ne lui enlève en rien son titre de monstre des coasters. À mon sens, c'est le meilleur coaster de France, titre qu'il ne gardera pas encore très longtemps car Toutatis arrive et va certainement lui mettre une distance gigantesque. Numéro 8, Phoenix à Toverland. En voilà un coaster que j'ai aimé dès mon premier ride et ce, principalement pour son concept. Phoenix, c'est un wing coaster de chez BM qui possède 3 inversions, dont une dive drop, un 0G roll ainsi qu'un Immelman. Je suis vraiment tombé amoureux du concept des flying coasters, le fait d'être à l'extérieur de ride, ça nous donne une impression de voler. Et Phoenix possède un layout assez varié avec une bonne first drop qui n'est pas non plus exceptionnelle, mais le fait que ça soit une dive drop et que ça soit un flying coaster peut beaucoup jouer sur l'effet de surprise. On a un très bel airtime qui en suit, une helix très intense, un 0G roll très planant et l'Immelman est assez sympa sans être vraiment exceptionnel. Ça va plus servir de demi-tour simple et d'éléments de transition entre l'airtime qui suit la drop et l'helix. On a également une petite succession de virages juste avant les freins, qui à mon sens n'est pas très utile car on y ressent peu de choses, ce qui est assez dommage car un élément aussi intéressant que les précédents aurait pu être vraiment sympathique, mais bon, faut pas oublier que ça reste du BM, donc rallonger le ride ça coûte très cher. Malgré tout, Phoenix reste un coaster assez court, mais très punchy sur quasi l'ensemble de son parcours. Il a des sensations très variées et il profite d'un shaping juste magnifique. En plus de ça, en fonction du côté qu'on aura choisi au préalable, le ride peut être assez différent. Personnellement, je préfère le côté gauche qui est juste génial pour la first drop. Mais c'était une excellente surprise pour mon premier wing coaster. Numéro 7, Carrajo à Tripsdrill. Et voilà certainement ma plus grosse surprise de l'année. Je ne pensais pas qu'avant de le faire, il serait aussi haut. Carrajo, c'est un Infinity Coaster à launch de chez Gerstlauer. Vous le savez, j'aime beaucoup ce constructeur. Mais cette année, je suis tombé amoureux des Infinity Coasters, que ça soit Mystic à Walibi Rhône-Alpes, Fury à Bobbejaanland Land ou encore Carrajo. Sur ces 3 coasters, chacun est différent, chacun a sa spécificité et chacun possède des sensations très variées. Et c'est justement pour ça que je suis amoureux de ce modèle. En élément marquant de Carrajo, ça va être son excellentissime Earthline Roll dans le noir. Bordel, qu'est-ce que cette inversion est jouissive. On a un hang time de fou furieux, on se sent pendre comme une merde dans son siège et c'est incroyable. Ensuite, on a un launch qui est surpuissant et je demande même si c'est pas le meilleur launch que j'ai pu faire. J'hésite entre celui-là ou celui d'Anubis. Pour ceux qui ont déjà fait l'un de ces 2 coasters, je pense que vous savez à quel point ces 2 launchs sont monstrueux. Le reste du parcours est assez varié car on a une succession d'airtime, de virages et d'inversions. Et en parlant d'inversion, les 2 dernières sont vraiment folles. On a un dive loop ultra brut qui est vraiment très intense et un 0G roll ultra planant mais qui possède également un hang time similaire à celui de l'Orsalroy. Malheureusement, Carrajo comporte quelques temps morts qui vont venir casser du rythme. J'entends par là la torte de longs virages qui mènent au dive loop et il y a également un temps mort juste avant les freins mi-parcours qui à froid est assez long, mais à chaud sera moins dérangeant car à chaud on a une bonne intensité. Et en parlant de ride à chaud, bordel, j'ai rarement vu autant de différence entre un ride à froid et un ride à chaud. À froid, il reste quand même assez bon, mais sans non plus marquer vraiment les esprits. Tandis qu'à chaud, c'est un monstre, c'est juste hallucinant. Donc vraiment, Carrajo, c'est une excellente surprise et je vous l'invite à le faire parce que Tripsdrill est un parc fantastique. Numéro 6, Troy à Toverland. On retourne à Toverland pour parler de la seconde masterclass de ce parc, Troy.
Troy, c'est un wooden coaster de chez GCI, les mêmes constructeurs que Wodan ou encore Joris and the Drac. Troy possède un très bon layout qui va mêler airtime, floating. C'est vraiment un pur plaisir d'enchaîner les rides. Malheureusement, je trouve qu'il vibre un peu trop, ce qui est assez dommage car ça va venir nous empêcher de profiter pleinement de ce qu'il a à proposer. Je sais que d'une place à l'autre, les vibrations varient, je sais pas trop à quoi c'est dû, mais je saurais pas vous dire non plus quelle place possédait le moins de vibrations. Bon, après ça reste supportable, c'est pas non plus des vibrations aussi importantes que sur Loup-Garou, mais bon, c'est vite oublié. Par les nombreux airtime que comporte Troy, on décolle vraiment à quasiment toutes les bosses. C'est un coaster qui a une vitesse assez constante, donc la sensation de brutalité est décuplée. C'est assez compliqué de décrire pleinement Troy, car ça reste un wooden coaster, donc c'est pas forcément les mêmes types de sensations qu'on peut retrouver dans un coaster en acier. Donc pardonnez-moi si je suis rapide sur celui-ci. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un coaster très bourrin, très nerveux, avec un très bon layout, de très bons airtime, avec quelques vibrations. Je comprends totalement le débat Troy versus Phoenix, car ça dépendra que de vos préférences à vous, mais vous l'aurez compris, je fais partie de la team Troy. On enchaîne avec le numéro 5, Expedition GeForce à Holiday Park. Ça me fait plaisir de pouvoir vous parler d'Expedition GeForce, car pour un coaster assez vieux, car il a quand même 20 ans le bonhomme, le voir aussi haut dans le top, ça montre vraiment que ça reste un incontournable, et ce même après toutes les années à son actif. Expedition GeForce, souvent raccourci en EGF, est un méga coaster Intamin qui a la particularité d'avoir l'un des airtime les plus puissants d'Europe avec moins 2,1 G, ce qui est juste fou car une fois dedans, on les sent très bien les G négatifs. En plus de ça, il a une drop qui est juste monstrueuse, qui est assez similaire à celle de Conda car Conda est très inspiré de EGF, mais contrairement au coaster belge, la drop est violente, aussi bien au sens propre qu'au sens figuré. Dans un premier temps, le train vient s'aventurer dans la drop qui est twistée à quasiment 90 degrés, et une fois dedans, on a une sorte d'à-coup lié à la brutalité de la machine qui vient nous foutre un taquet et qui va venir remettre le train dans le bon axe. Je sais pas si vous voyez vraiment ce que je veux dire, mais je vais essayer de faire une petite parenthèse. Quand un coaster est fluide, vous avez des transitions douces qui se font de manière naturelle. A l'inverse, quand un coaster n'est pas fluide ou peu fluide, ça ne veut pas dire pour autant qu'il vibre, mais juste que ces transitions seront brutes et se feront généralement en deux temps, avec une cassure nette au sein de l'élément. Je vais reprendre l'exemple de Conda. Conda est un coaster qui est fluide, donc sa drop se fait de manière naturelle, bien qu'elle soit tout de même bonne, je dis pas, mais EGF, quant à lui, ne sera pas fluide, et donc par conséquent, sa drop se fera en deux temps. Je vais pas m'attarder trop là-dessus, car j'en ai certainement dû en perdre plus d'un, et puis EGF ne se résume pas qu'à ça. C'est aussi de nombreux airtime qui viendront nous expulser de notre siège de manière violente, mais à la fois de manière douce. C'est assez bizarre, on a aussi bien des airtime longs que des airtime courts, et ce mélange est juste fabuleux. Mais alors, pourquoi il n'est pas plus haut ? Eh ben, tout simplement, car EGF, bien qu'il soit incroyable dans ses éléments, il va comporter pas mal de temps mort, surtout dans ses virages, et ça vibre un peu, mais c'est pas non plus très dérangeant. Par contre, le point noir, même le très gros point noir d'EGF, c'est ses trains. Je comprends totalement qu'on puisse aimer les trains d'EGF pour son côté old school, mais en revanche, niveau confort, c'est pas trop ça. Étant une personne assez grande, j'ai peu de place dans le train, mais alors le coup de grâce, c'est la barre de la mort qui vient nous broyer les cuisses à chaque ride. Ça a été très compliqué d'enchaîner les rides au fil de la journée, car j'avais de plus en plus mal aux cuisses, et à la fin de la journée j'avais même des bleus, donc sur l'aspect confort, c'est là où ça me bloque un peu. Mais faut savoir reconnaître qu'hormis cet aspect, EGF est un monstre, et ce 20 ans après, et se joue pas mal avec un autre coaster allemand. Je vais pas trop laisser durer le suspense, on enchaîne au pied du podium avec le numéro 4, Taron à Phantasialand. Ce bon vieux Taron, ce coaster qu'on ne peut décrire, son univers, ses éléments, son layout, fait de Taron un coaster juste unique. C'est un des rares coasters qui va se baser quasiment uniquement sur les G-lattes. Bon, évidemment, on a quand même quelques G verticaux, qui sont même vachement sympas, je pense notamment au premier time, juste après le premier launch, qui est tout de même très bon.
Le premier launch est sympa sans être vraiment exceptionnel, tandis que le second launch va venir nous foutre une bonne claque et va permettre de transformer le reste du ride. Mais je pense que le défaut de Taron, c'est que pour avoir un excellent ride, il faut pas mal de chance. Je ne sais pas vraiment à quoi c'est lié, mais je sais qu'une fois sur deux, j'ai des rides qui restent sympas, évidemment, mais pas des rides marquants, où je sais que le virage de Taron apparaîtront plus comme des éléments qui viennent détruire le rythme de Taron, que vraiment des éléments qui vont lui donner une identité. Mais à l'inverse, en fin de journée notamment, et ce, en fin de journée pendant les Winterthrones, j'arrive à avoir des rides de Taron qui sont juste exceptionnels. Le train trace à toute vitesse, les changements de direction sont d'une brutalité, et c'est dans ces conditions-là que j'aimerais avoir le plus souvent Taron. Mais bon, outre le fait qu'on peut avoir une expérience totalement différente d'un ride à l'autre, il est important de souligner qu'on ne peut être indifférent au sujet de Taron. On continue ce top avec le premier coaster de ce podium, j'ai nommé The Ride to Happiness à Plopsaland. Désormais, on va s'attaquer à des gros morceaux, de très gros morceaux, et The Ride to Happiness, qu'on va raccourcir en RTH si vous le permettez, est le premier d'entre eux. Ouvert en 2021 en Belgique, RTH est un extreme spinning coaster de chez McRide. Il possède un layout assez atypique qui est assez optimisé pour le côté spinning du coaster. Mais en termes de sensations, ça va être quand même vachement varié. On est très bien servi avec du G+, en G-, on a de long time, on a de l'intensité, on a de l'airtime. Et en parlant d'airtime, le premier, celui du top path, est juste excellent. Je me demande même si c'est pas le meilleur airtime que j'ai pu faire. Les airtime aussi à la fin du layout sont très bons. Donc sur ce point, en airtime, on est très bien servi, il n'y a pas trop de choses à redire. Ça va être sur les points des inversions. C'est un peu plus compliqué, car aussi bien on peut avoir des inversions fantastiques comme le double dive loop et le step up under flip, mais on a également des inversions qui pour moi sont plus faites pour le côté spinning que réellement l'aspect intense. J'entends par là le banana roll et le dive loop qui sont assez fun à faire, car encore une fois avec le côté spinning, on ne sait pas trop où on est, mais ça ne m'a pas conquis pleinement. Les enchaînements de RTH sont assez particuliers, car j'ai l'impression que le coaster se divise en plusieurs parties. Une première partie inversion, puis une seconde virage, et enfin une troisième airtime. Ce qui est assez dommage, car j'aurais aimé que tous ces éléments soient mélangés en formant une seule et grosse partie. Il y a aussi les deux launches de RTH qui sont très bons et qui viennent rajouter un côté dynamique à l'attraction. Maintenant, on va aborder un point assez particulier sur RTH. Ça va être ses vibrations. Alors, je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais les vibrations variaient d'un ride à l'autre. Sur mes premiers rides, je me souviens que le train n'était même pas encore sorti de la station, qu'on ressortait déjà des vibrations qui venaient par-dessous le train. Les vibrations ne sont pas très dérangeantes en finale, mais pour un coaster qui est assez récent, car je l'avais fait, il avait quand même moins d'un an, c'est quand même assez étonnant. Et honnêtement, je pense qu'RTH est un coaster qui va mal vieillir, car si en moins d'un an on a ce type de vibration, qu'est-ce que ça sera dans 5-10 ans? Je vais pas m'attarder plus sur RTH, c'est un coaster que je trouve excellent, mais qui malheureusement je trouve trop court, et lorsqu'on est sur les freins, on est même frustré que ça se finisse aussi vite. Il reste quand même un excellent coaster, un must européen je pense, pour certaines personnes c'est le meilleur coaster de Belgique, chose que je veux bien comprendre, mais moi je fais plus partie de la team du numéro 2, j'ai nommé Conda à Walibi Belgium. Et oui, je fais partie de la minorité de personnes qui préfèrent le méga coaster Intamin à RTH. Et pourquoi? Premièrement parce qu'en nocturne, j'ai passé mes meilleurs rides sur Conda, avec un coaster qui bombarde du début jusqu'à la fin, des airtime qui sont tout bonnement phénoménaux à chaud, l'Outward Banquet Turn est un élément magnifique et déroutant en même temps, la first drop de Conda qui ne vaut bien sûr pas celle de GF reste tout bonnement excellente. Le seul point noir du layout, ça va être vraiment l'identité même de Conda, ce qui a fait sa communication à l'époque où il n'était pas encore ouvert, le Non-Inverted Cobra Roll. Ça va venir plus ralentir le rail que vraiment lui donner de l'intérêt, mais ce même à chaud, je trouve que c'est un élément peu intéressant qui va venir casser du rythme, mais c'est vite rattrapé par la suite du parcours qui est vraiment excellent, avec une succession d'airtime longs qui, je trouve, est juste parfait, ainsi que des virages qui sont assez intenses pour le coup. La fin du parcours est assez particulier car ça va vraiment dépendre des conditions dans lesquelles vous allez faire Conda.
À froid, c'est assez anecdotique, c'est très peu sensationnel, tandis qu'à chaud, ça va être des éléments nerveux et tellement jouissifs. Je trouve juste que Conda, contrairement à RTH, ça va être un coaster où ses enchaînements seront mieux maîtrisés, là où RTH se divise en plusieurs parties avec dans chacune des parties quasiment les mêmes types d'éléments. Conda va avoir des parties qui enchaînent airtime, virage, G+, G négatif, et quand on est dedans, c'est tellement plaisant car on passe par plein de sensations différentes en quelques secondes. Et le fait que Conda soit plus long qu'RTH, on y ressort conquis quasiment pleinement car on a eu le temps de profiter de ce que le parcours a à nous proposer. Je sais que certains me diront que je chipote beaucoup sur mes critères de sélection, mais ces deux coasters sont pour moi tellement durs à comparer car l'un va être un coaster à lift, l'autre un coaster à launch, il y a un coaster à airtime contrairement à un coaster qui va proposer principalement des inversions, donc c'est vraiment difficile de les comparer. Pour moi ils sont pratiquement au même niveau, juste il y en a un que je préfère un peu plus que l'autre et ce n'est pas pour autant que l'autre est mauvais, ils sont tous les deux des hits européens à faire absolument. On arrive sur la première marche du podium avec un coaster totalement fou, Untamed à Walibi Holland. On va s'attaquer à un très gros coup de cœur de cette année, je suis tombé tout bonnement amoureux de ce coaster, je n'ai pas d'autres mots pour le décrire. De par son originalité par rapport à toutes les autres machines que j'ai pu faire, et surtout ses éléments et ses enchaînements qui sont juste parfaits. À peine on est sorti de la station que l'élément de préliste annonce bien la couleur de ce qu'on va subir. Pour ceux qui n'ont pas fait des RMC, c'est très difficile de savoir ce que procure réellement un RMC. Untamed est dans une autre dimension par rapport à des coasters tels que Conda ou encore RTH. Ça n'a vraiment rien à voir car les sensations d'Untamed on les ressent nulle part ailleurs. Les différents éléments sont tellement indescriptibles qu'on est tout bonnement conquis par le ride. Il n'y a quasiment aucun temps mort, voire même il n'y en a aucun. On n'a pas le temps de se remettre de nos émotions pendant le ride. Le seul moment où on peut s'en remettre, c'est sur les freins finaux où on se rend compte qu'on vient de faire un coaster de fou furieux. Les inversions ne sont pas des simples inversions, les airtime ne sont pas que des simples airtime, c'est des éléments uniques, incomparables aux autres. Le coaster est fou à n'importe quel moment de la journée et à n'importe quelle place, ça c'est juste magnifique. Concernant la place, j'ai eu une très grosse préférence pour le last que le first, car pour vous décrire un peu la chose, imaginez qu'au first vous conduisez Untamed, et ben le last vous serez attaché à une ficelle traînée par cette même voiture. Encore une fois, pour comprendre ce que c'est Untamed, le seul moyen est de le faire. Je tiens à préciser que personnellement, j'en attendais pas grand chose, car c'était difficile de s'imaginer ce que le ride pouvait nous proposer réellement, et franchement, dès le premier ride, j'étais pleinement conquis. Le vrai défaut d'Untamed ne sera pas le coaster en lui-même, mais ses trains. Le confort y est, là-dessus il n'y a pas de problème, les sièges sont confortables. Le problème va plus venir de la sorte de double lap qui va nous bloquer au niveau du bassin et au niveau du genou en même temps. C'est très particulier et nos mouvements sont totalement bloqués, on ne peut quasiment pas bouger, sans oublier qu'en plus de la lap bar, on a une ceinture qui va venir nous compresser les cuisses à chaque moment où on sera éjecté par le parcours. Donc voilà, Untamed c'est un coaster juste fou, je suis totalement amoureux de ce coaster, dommage que les trains ne soient pas à la hauteur du parcours, mais bon, vu la dinguerie que c'est, on peut vite pardonner. Voilà, c'est tout pour Stop, qui vous l'aurez compris est totalement différent que celui de 2021. C'était une saison très chargée en part pour moi, j'espère qu'en 2023 la saison sera tout aussi folle et riche en découvertes. Je pense qu'encore une fois, le top de l'année prochaine va être encore totalement différent. Est-ce qu'on continue sur les top 10? Est-ce qu'on reprend les top 15 et les top 20? Dites-le moi, ça m'intéresse beaucoup votre point de vue. Et n'hésitez pas aussi à partager dans les commentaires votre top. J'aimerais bien voir les différents points de vue selon les machines que vous auriez pu faire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Et moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde, c'était Winsky, bye bye.